Eh ben, c'est très bien. Bonjour, donc après ce début technique. Et je vais donc vous parler de Relax, dispositif d'accessibilité au spectacle vivant et au cinéma. En vous faisant un bref historique d'abord, très bref, qui est donc la fondation de Cinéma Différence. Sans doute que certains d'entre vous connaissent mieux notre action sous le nom de Cinéma Différence, puisque nous avons changé de nom très récemment, en 2005. Alors, Cinéma Différence était une initiative de parents, d'enfants et d'adolescents en situation de handicap complexe. Je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que ça veut dire. Pour rendre possible l'accès de leurs enfants au cinéma en inclusion. Alors pourquoi le cinéma? Parce que c'était le plus simple, d'une part parce qu'il n'y a pas d'artistes vivants présents dans la salle, il n'y a que le public, et d'autre part parce que c'est le premier loisir familial quand on a des enfants. On ne va pas tout de suite forcément au théâtre ou à l'opéra, d'ailleurs parfois on n'y va jamais, mais en revanche à peu près toutes les familles vont au cinéma. Donc l'exclusion de ce loisir banal était la plus ressentie de façon aiguë, la plus grande frustration des familles que l'on rencontrait, que l'on représentait. En 2016, après un développement du cinéma, on a commencé l'ouverture au spectacle vivant. Et puis en 2022, Cinéma Différence a changé de nom et est donc devenu au mois de septembre pour la nouvelle saison Culture Relax. Donc maintenant, les séances de cinéma et les représentations, concerts, etc., tout ce qui concerne le spectacle vivant, sont regroupés sous le même label Relax, qui est nettement plus simple pour le public d'avoir un seul nom. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'organiser des séances ou des spectacles relax? Je vais vous laisser découvrir notre spot de sensibilisation. En 1 minute 20, normalement, il devrait vous en faire prendre conscience si ce n'était pas déjà fait, mais je pense que si vous êtes dans la salle, en principe, vous avez déjà pris conscience de ça. Alors j'espère que ça va. Oui, trop bien. Voilà, c'était pour vous faire partager ce qu'on peut ressentir quand on est une personne en situation de handicap complexe, quand on est un parent d'une personne en situation de handicap complexe et qu'on se trouve au premier petit cri, au premier comportement atypique, sous le regard. Alors là, il est un peu démonstratif, le regard dans le spot, mais il correspond assez bien à ce qui se passe dans la réalité, qu'on soit dans la queue à l'extérieur ou dans la salle, c'est-à-dire un regard de pitié ou un regard agressif et des paroles fréquemment agressives du genre quand on a un enfant comme ça, madame, on le garde à la maison, enfin ce genre qui vous donne tout de suite envie de retourner au cinéma la semaine suivante. Non, en fait, ça vous donne plutôt envie de retourner vous planquer à la maison et rarement de retenter l'expérience. Les familles ont peur de gêner, les familles ne se sentent pas légitimes. Je vais parler énormément de handicap complexe dans cette présentation, mais cette peur de gêner et ce sentiment d'illégitimité, il est partagé par beaucoup d'autres publics que vous fréquentez certainement dans votre action. Et je pense que c'est important aussi de penser que tout ce qu'on met en place pour les personnes exclues en raison d'un handicap qui entraîne un comportement social qui est hors norme, c'est extrêmement utile pour des personnes comme
des personnes qui se sentent illégitimes parce que exclues socialement pour des raisons économiques, parce que arrivant en France et ne maîtrisant pas la langue, etc. etc. Donc il y a vraiment un certain nombre des réponses et des propositions qui sont utiles pour d'autres, tout à fait d'autres publics. Et c'est un peu l'idée aussi du changement de nom de Relax, c'est de ne pas mettre l'accent sur la différence, mais de mettre maintenant l'accent sur l'adaptation de l'environnement. C'est l'environnement qui doit s'adapter, c'est pas la personne qui doit s'adapter à l'environnement. Qui sont les personnes en situation de handicap complexe? Là, vous allez en voir quelques-unes sur l'écran. C'est un large public, ou plutôt c'est un large non-public, parce que ça représente à peu près 2 millions de personnes, plus leurs aidants, leurs accompagnants, puisque ce sont en grande partie, pas toutes, mais en grande partie, des personnes qui n'ont pas l'autonomie qui leur permet de se déplacer de façon indépendante. Donc leurs loisirs, elles ne les choisissent pas vraiment, on les choisit souvent pour eux, et on les y accompagne. Mais ça veut dire aussi que les familles n'ont pas toujours les moyens de faire garder une personne qu'elles n'osent pas emmener dans une salle de spectacle, qu'elles n'osent pas emmener au cinéma. Et que donc, c'est toute la famille souvent qui est privée de sortie parce qu'on ne sait pas comment faire ni pour aller au spectacle avec la personne concernée, ni pour y aller sans elle. Le handicap complexe, ça recouvre, alors vraiment très très grossièrement, là je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais ça recouvre tous ces handicaps ou toutes ces maladies qui entraînent ces comportements atypiques, c'est-à-dire l'autisme, le polyhandicap, une partie des handicaps intellectuels, une partie des handicaps psychiques, et aussi les maladies d'Alzheimer, parce qu'on peut avoir été toute sa vie un amateur de cinéma, un amateur d'opéra, et puis en vieillissant, être atteint d'une maladie neurodégénérative et se retrouver avoir effectivement besoin de déambuler, à ne plus avoir les freins qui vous empêchent de parler tout haut, et donc à ne plus être bienvenu dans une salle de spectacle, même si on y a passé une part de sa vie. Pour mieux accueillir ces personnes au cinéma et au spectacle, on a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de lutter contre l'exclusion sociale en rendant accès à la culture de droit commun. Et là, j'insiste vraiment parce qu'il ne s'agit pas du tout de mettre en place des dispositifs adaptés, dédiés, réservés pour que les personnes en situation de handicap soient entre elles et que personne ne gêne personne puisque de toute façon tout le monde aura un handicap comme ci ou une maladie comme ça. Donc il s'agit dès le début d'inclusion et donc des spectacles de droit commun, des représentations de droit commun, des séances de cinéma de droit commun. Le deuxième objectif, c'est de sensibiliser le grand public à la nécessité de partager les espaces et les lieux culturels. Et ça, c'est l'activité de plaidoyer de l'association, mais qui est surtout, alors qui se fait en partie par de la communication, mais beaucoup par le vécu concret. C'est-à-dire que des publics qui vont partager la salle avec le dispositif Relax, vont prendre conscience d'un certain nombre de choses, comme on le verra. Et puis le troisième objectif important s'adresse aux professionnels de la culture, c'est leur donner les moyens d'accueillir ce public de façon sereine. Les professionnels, on a vu le changement depuis Culture Relax à 18 ans, si on oublie le changement de nom. En 18 ans, on a vraiment vu l'évolution, on a vu des professionnels de plus en plus conscients qu'il y avait des gens qui n'allaient pas dans leur salle, et de plus en plus désireux de les y accueillir, mais souvent ne sachant pas comment le faire, parce que c'est pas simple et qu'il suffit effectivement pas de bonne volonté. Et donc, ces professionnels, nous essayons de les y aider avec un accompagnement et des formations. Et on va en venir au concret, puisque je parle de concret. C'est quoi une séance relax? C'est quoi un spectacle relax? C'est une réponse concrète à l'exclusion culturelle que j'ai présentée juste avant. Ce sont des séances ou des spectacles qui sont pris dans la programmation ordinaire de la salle, que ce soit cinéma ou spectacle. Donc c'est pas du tout du one-shot, c'est pas de l'événementiel.
La régularité est un élément extrêmement important. Ce sont des personnes qui ont besoin de temps pour se familiariser avec des lieux, pour se familiariser avec un média. Si vous leur proposez une fois par an d'aller au cinéma, ça n'aura pas de sens. Elles n'auront jamais le temps d'engrainer les informations suffisamment pour que la fois suivante, elles soient plus à l'aise et que la fois suivante encore, elles soient encore plus à l'aise. Donc il y a vraiment besoin de temps, il y a vraiment besoin d'une régularité. Avec le public habituel, c'est ce que je vous disais, ce ne sont pas des séances dédiées, ce sont des séances standards de la salle de cinéma ou une représentation standard de la salle de spectacle. Elles sont rendues accessibles aux personnes avec un handicap complexe et à leurs accompagnants grâce à l'adaptation de l'environnement. Ça, je le détaillerai un petit peu, comment est-ce qu'on fait pour adapter cet environnement. Mais on ne change pas le film, on ne change pas le spectacle, mais en revanche, on adapte l'environnement et en faisant cela, on essaye de lever autant que possible les barrières, les obstacles à la venue de ces personnes dont le handicap entraîne des comportements atypiques. Et alors comment on le fait? C'est ce qu'on va voir dans la slide suivante avec un résumé très rapide du dispositif Relax. Mais j'ai oublié de dire une chose qui est quand même importante, c'est que ce sont des séances où on peut s'exprimer librement. C'est-à-dire que chacun vient tel qu'il est, comme dit MacDonald, on l'accueille tel qu'il est, et il n'y a pas de jugement. Si on a besoin de bouger, on peut bouger. Si on a besoin d'exprimer ses émotions vocalement, on les exprime vocalement. Personne ne va se retourner. Les anglo-saxons définissent ça avec des séances sans chute. On n'arrive pas à bien le... C'est moins joli en français, mais c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc comment ça marche? Eh bien, le pictogramme Relax que vous voyez à droite, je pense, de votre écran, ça représente le dispositif qui est mis en place. Ce dispositif, que ce soit au cinéma ou au spectacle, c'est le même pour le spectateur. En revanche, on va voir un petit peu plus loin qu'il diffère beaucoup du point de vue de l'organisateur. Il repose sur 3 éléments principaux. Un accueil chaleureux, pour que les personnes concernées et leurs familles s'y sentent bienvenues parmi les autres spectateurs. Alors cet accueil, il est réalisé au cinéma par une équipe du cinéma, mais très souvent l'équipe d'accueil du cinéma, elle est très très restreinte, parfois elle n'existe même pas, il y a juste un projectionniste qui fait en même temps caissier et qui vend les bonbons, donc on ne peut pas trop compter sur un accueil suffisant. Et donc on a des équipes de bénévoles dans chaque dispositif, qui sont là principalement pour l'accueil des publics, que ce soit le public en situation de handicap ou le public standard de la salle. En revanche, au spectacle vivant, là, il y a des équipes d'accueil conséquentes, et donc on les forme pour qu'elles soient à l'aise pour accueillir ce public. Le deuxième axe vraiment important du dispositif, c'est l'information. C'est peut-être encore plus important que l'accueil. C'est que le public doit être clairement informé avant la séance ou avant le spectacle. Donc il doit recevoir une information sur le programme, sur le site web, au cinéma au moment où il arrive avant la caisse. Et enfin, parce qu'on sait tous que les gens ne lisent pas, en gros, c'est-à-dire qu'ils lisent exactement ce qui les intéresse, c'est-à-dire le titre du spectacle à 15h le dimanche, telle date, oui c'est bon pour moi. En revanche, le fait que ce soit Relax et l'explication de Relax, si ça ne les concerne pas, ils ne vont pas forcément la regarder. Donc il y a un point très très important du dispositif qui est un petit mot de bienvenue, qui au cinéma est énoncé par le référent de séance et au spectacle vivant est énoncé par un représentant de l'établissement culturel, et qui se fait juste avant le film ou juste avant le spectacle. Et là, une fois que vous êtes assis dans la salle, c'est exactement comme tout à l'heure, enfin on est là, bon, vous pouvez ne pas écouter, mais globalement, il y a quelqu'un qui a un micro et qui est devant vous, on a plus tendance à l'écouter que lire une petite mention sur un programme. Et ça permet d'être sûr que tout le monde a bien entendu ce qui allait se passer, ce qui pouvait se passer, ce que c'était qu'un spectacle Relax, et ça permet aux personnes en situation de handicap et à leurs accompagnants d'entendre que les autres l'ont entendu. Et ça, c'est extrêmement rassurant, ça les fait sentir plus en sécurité parce que
l'un des obstacles, comme pour tous les publics qui se sentent illégitimes, c'est l'autocensure. Et on a beau dire mais si, on met tout en place pour que ça se passe bien ou que ça se passe au mieux, et ben on n'est jamais sûr que ça va vraiment se passer ni bien ni comme on aurait souhaité. Mais au moins cet aspect-là, le fait que l'information soit donnée, ça on peut essayer de le faire parfaitement. L'assouplissement des codes, c'est ce que j'exprimais. Bon, on vit dans un pays où les codes culturels sont très rigides, c'est peut-être pas le mot, mais enfin bon, on est dans un cinéma, on n'aime pas qu'il y ait quelqu'un qui claque son étui à lunettes ou qui froisse des bonbons. On est au spectacle, ça vous énerve déjà quand il y a quelqu'un qui tousse ou qui remue le programme pour voir qui est-ce qui joue dans l'acte 2. Donc on imagine très très bien que, en effet, quelqu'un qui va avoir besoin de bouger sur son fauteuil, de faire des grands gestes comme le chef d'orchestre, ou de vocaliser son appréciation du spectacle, c'est très très compliqué à vivre. Donc il y a vraiment besoin de l'exprimer clairement, que ce soit clair pour tout le monde, que à ces séances, à ces spectacles, on peut se lever, on peut marcher, on peut rentrer et sortir, accompagner s'il y a besoin. Et on peut vocaliser son appréciation ou vocaliser son anxiété à la manière dont on le souhaite. Et le fait de savoir que c'est possible, ça permet de détendre les gens, ça permet de détendre les personnes concernées parce qu'elles testent souvent. Elles vont tester de bouger un peu à la première séance, puis elles voient qu'il ne se passe rien, donc elles reviennent s'asseoir. Mais ça détend aussi beaucoup les accompagnants parce que on sait que le stress, ça se communique, et plus les accompagnants sont stressés, plus les personnes accompagnées vont être stressées elles aussi, et le stress entraîne des comportements atypiques. Donc si tout le monde est un peu plus détendu, ça permet que les comportements atypiques s'apaisent beaucoup. Ensuite, il y a des différences entre le cinéma et le spectacle vivant. Au cinéma, le son est abaissé de façon à ne pas agresser. Il y a beaucoup de personnes, notamment les personnes autistes, enfin des personnes autistes, mais beaucoup, et des personnes polyhandicapées qui ont des hyperacousies. Donc le son d'une salle de cinéma, le son habituel, c'est très très agressif pour elles. Donc on baisse le son. En général, on a aussi les remerciements d'une partie du public non handicapé de la salle qui est très content que ça ne lui hurle pas dans les oreilles. La lumière s'éteint, et pour nous c'est important qu'elle s'éteigne, mais elle s'éteint très doucement, de façon à ne pas avoir le noir complet avant que le film n'ait démarré. Ensuite, il y a la lumière qui vient de l'écran, qui éclaire en partie la salle, et au cinéma, les bénévoles qui sont présents ont des lampes de poche, de façon à ce que, si quelqu'un a besoin de se déplacer, on lui éclaire le chemin. Mais l'obscurité, la pénombre, ça permet de se concentrer mieux. Or, ce sont des personnes souvent qui ont du mal à se concentrer. Donc si on voit tous les voisins, si on voit un voisin qui bouge, qui se lève, etc., immédiatement, les gens vont être attirés par ce qui se passe autour d'eux et vont perdre le fil du film. Donc l'obscurité est vraiment un élément important, mais en douceur. Et puis il n'y a pas de publicité ni de bande-annonce parce que d'une part ça raccourcit, et ce que je viens de dire, ce sont des personnes qui ont besoin de concentration, donc si c'est trop long c'est difficile de se concentrer, mieux vaut se concentrer sur le film que sur les publicités. Et les bandes-annonces en général c'est une vision fragmentée du film qui va passer, avec les épisodes les plus violents, les plus spectaculaires. Ça peut faire peur, et surtout ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin de continuité, et là vous leur offrez de la discontinuité maximum. Donc ça n'a vraiment pas d'intérêt. Au spectacle vivant, on ne demande pas à l'orchestre de la Philharmonie ou à l'opéra de jouer moins fort ou de chanter moins fort, mais en revanche on propose des casques, de façon à ce que des personnes, alors la plupart du temps les personnes qui ont des hyperacousies, elles viennent à un spectacle, celles qui souffrent vraiment d'hyperacousie, elles ne vont pas aller à un concert de rock et se mettre à côté des baffles, donc ça c'est sûr. En revanche, elles viennent souvent avec leur casque parce qu'elles savent à peu près à quoi s'attendre, mais on voit régulièrement arriver des spectateurs qui n'ont jamais été au spectacle et qui ne se rendent pas compte de ce que c'est que le niveau sonore d'une salle. Et on voit,
on voit les gens se protéger les oreilles parce que c'est douloureux. Et donc pour ces personnes-là qui n'ont pas prévu, on a des casques modèle enfant, modèle adulte, pour pouvoir non pas supprimer le son, mais atténuer et faire en sorte que ça soit moins douloureux. Une autre grosse différence avec le cinéma, c'est que là, au spectacle, il y a des artistes vivants sur scène, donc il faut quand même en tenir compte, donc on les sensibilise, enfin on essaye de les sensibiliser de façon à ce qu'ils ne soient pas surpris, gênés, perturbés par des comportements auxquels ils ne s'attendent pas pendant le spectacle. Et puis on produit avec les établissements des guides, des scénarios sociaux qui sont écrits en facile à lire et à comprendre. Et alors il y en a deux sortes. Il y en a un qui est fait une fois pour toutes, qui est un guide qui présente l'établissement et ses rituels. Si c'est un théâtre, on présente le théâtre, l'entrée, est-ce qu'il y a un contrôle, est-ce qu'il y a une machine qui bip à l'entrée, où sont les toilettes, quand est-ce qu'on entre dans la salle, enfin tout le rituel qui va de l'extérieur de la salle jusqu'à l'intérieur. Et puis les rituels, si c'est un théâtre classique, avec le rideau, avec les 3 coups, enfin, bon, les sonneries dans certaines salles qui rappellent aux spectateurs il faut rentrer dans 10 minutes, il faut rentrer dans 5 minutes, c'est tout de suite qu'on rentre. Ces sonneries, elles peuvent là aussi, pour des personnes qui ont des troubles sensoriels, elles peuvent être très agressives. Donc c'est important de préparer à l'avance ce public. Donc ça, c'est vraiment le guide sur le lieu. Et puis ensuite, il y a un guide pour chaque spectacle qui, lui, va être plus permettre à la personne de s'approprier un peu le spectacle à l'avance, soit que la personne soit en mesure de le lire elle-même, soit, et c'est la majorité du cœur de notre public, ne soit pas en mesure de le lire elle-même, mais on va le lui lire, donc avec des phrases très simples et des pictogrammes la plupart du temps, et puis des photos, donc on raconte l'histoire, on explique ce que c'est qu'un opéra, ce que c'est qu'une comédie-ballet, ce que c'est qu'un concert classique, un orchestre symphonique, il y a combien d'instruments, enfin bon, des choses qu'on ne sait pas forcément. Et puis ensuite le spectacle lui-même, son histoire, les personnages avec des photos des costumes, et puis les décors avec des photos des décors, et à la fin ce qu'on appelle des points de vigilance, et qui permettent d'éviter que quelqu'un qui peut avoir très peur des bruits soudains soit terrorisé par un canon à confetti au 3e acte ou par un orage soudain. Donc là, c'est à la personne qui va lire ce document de savoir si c'est une personne qui adore les canons à confetti. On ne va pas lui gâcher sa surprise en le lui disant, mais en revanche, si elle sait d'avance que c'est quelqu'un qui a très peur des bruits soudains, on va lui dire que il va se produire ça, et donc la personne est prévenue, et comme on le sait, une fois qu'on est prévenu, on a beaucoup moins peur. Voire, au besoin, on peut quitter la salle un petit peu avant, on essaye de repérer le temps et de donner une espèce de ligne de temps, si c'est possible, de ce qui va se passer. Et alors les résultats les résultats pour les personnes en situation de handicap, c'est déjà pouvoir venir au cinéma, venir au spectacle, et de ne pas avoir peur, venir en se sentant en sécurité, se familiariser avec la salle, et puis aussi avec le média, mais déjà avec la salle, et prendre un vrai plaisir. Ça a été peut-être la surprise la plus importante et la meilleure qu'on ait eue, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont devenus des véritables fans de cinéma, des véritables fans de musique, le théâtre pas encore beaucoup parce qu'on a encore moins de recul, mais je pense que ça viendra aussi. Et le fait de se familiariser et d'avoir du temps, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça permet aussi aux gens, petit à petit, de ne plus avoir besoin, notamment pour le cinéma, où on a là beaucoup de recul, de ne plus avoir besoin de venir aux séances relax. C'est-à-dire qu'une fois que les gens sont rassurés, une fois qu'ils ont vu que ça se passait bien, une fois qu'ils ont pris plaisir à ce qui se passait sur l'écran, les comportements atypiques ont beaucoup diminué, les familles reprennent confiance, les accompagnants professionnels éventuellement si c'est le cas, et ce sont des gens qui ensuite peuvent aller à des séances classiques sans avoir besoin d'un accompagnement. Le but n'est pas de garder un public captif, mais plutôt de servir de sas, de donner aux gens ce qu'ils n'ont pas dans une séance ordinaire où ils ne peuvent pas rester, de façon à ce qu'ensuite ils n'en aient plus besoin et ils puissent aller
à des séances sans adaptation. Les parents et les frères et sœurs, là, pour ce qui concerne les enfants, je ne l'ai pas dit, mais quand j'ai parlé de famille, ça ne veut pas dire enfant. Au début, quand on a créé l'association, oui, c'était pour des enfants et adolescents, mais on savait déjà qu'ils allaient grandir et que le handicap ne disparaît pas forcément. On a des spectateurs de tous âges, on a des spectateurs jeunes, on a des spectateurs d'âge mûr, on a des spectateurs très âgés, et on a des spectateurs qui n'avaient jamais été au cinéma ou au spectacle à 50 ans. Donc vraiment, il faut imaginer la privation de toutes ces personnes pendant toute leur vie. C'est quand même quelque chose d'extrêmement triste de ne pas pouvoir profiter d'une des choses les plus agréables de la vie. Donc pour les frères et sœurs, j'y reviens, et pour les parents, c'est ne pas avoir peur de gêner, et ça c'est quelque chose de très important parce que les frères et sœurs, notamment, ont très souvent un sentiment de honte vis-à-vis du frère ou de la sœur qui ne se conduit pas comme tout le monde. Quand on est enfant, on n'aime bien pas attirer l'attention. Or, quand on sort avec une personne en situation de handicap, on est sûr qu'on va attirer l'attention. Donc là, ça leur permet eux aussi de se détendre. Et puis ça permet de partager un moment agréable, un moment banal. Et la vie quotidienne avec une personne avec ce type de handicap, elle n'est pas banale du tout. Donc juste avoir un petit moment de banalité comme tout le monde, ça c'est vraiment quelque chose de précieux pour les familles. Et puis pour le public de la salle, là c'est prendre conscience, parce que la plupart du temps, c'est pas de la mauvaise volonté, mais si on n'est pas concerné directement ou par sa famille ou par son métier, on n'imagine pas qu'il y a des gens qui ne vont pas au cinéma ou qui ne peuvent pas y aller. On sait bien que tout le monde ne va pas au cinéma, mais on n'imagine pas pourquoi. Donc ça permet de prendre conscience d'une exclusion que ces personnes ignorent. Et puis, ça permet de se rendre compte que finalement, on a passé un moment qui était plutôt convivial, plutôt agréable, avec en plus au cinéma des bénévoles qui peuvent éventuellement vous donner le bras si vous avez un équilibre moyen dans des salles de cinéma en pente. Il y a un avantage à avoir une présence humaine même quand on n'est pas en situation de handicap. Et puis aussi, plus profondément, je pense que de voir et de ressentir et d'écouter les personnes qui s'expriment d'une manière sans filtre, certes, mais qui s'expriment peut-être au moment où soi-même on a ressenti aussi une émotion, soit une envie de rire, soit de l'émotion plus triste, et de se rendre compte que par-delà le handicap qu'on voit très fort, en fait la personne derrière, elle ressent souvent les mêmes choses que vous. Et ça, c'est une découverte qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire quand on n'est pas concerné soi-même. Maintenant, je vais vous présenter, après le dispositif et comment il fonctionne et ses résultats, je vais vous expliquer rapidement la différence entre ce qui se passe au cinéma et ce qui se passe au spectacle vivant du point de vue organisateur. Pour le réseau Ciné Relax, il y a des dispositifs locaux dans un certain nombre de villes en France qui sont coportés par des partenaires divers. Donc il y a très fréquemment un représentant de collectivité locale, souvent la ville, mais ça peut être aussi des communautés de communes, des communautés d'agglos, et ou une ou des associations de personnes concernées par le handicap, de familles de personnes en situation de handicap, ou des associations culturelles, et puis bien sûr la salle de cinéma. Les porteurs de projets sont extrêmement divers, c'est vraiment une des richesses de notre réseau d'avoir des gens aussi divers et qui n'ont pas souvent l'occasion de travailler ensemble, et voilà, qui regroupent à peu près 130 partenaires si on fait le total. Et les salles de cinéma sont aussi des salles très diverses et qui reflètent bien la diversité des salles françaises, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des salles qui appartiennent à des grands réseaux type UGC, Pathé, CGR, que des salles associatives, que des salles municipales, que des salles en gérance privée. C'est extrêmement varié aussi, ça dépend beaucoup de la volonté des équipes de rendre leur salle accessible et indépendamment du type de cinéma dont il s'agit. Actuellement, nous avons à peu près 70 salles de cinéma qui sont réparties dans 11 régions. Il manque Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse,
Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'espère bientôt. La Corse, pour l'instant, résiste. Mais on ne désespère pas. Pour avoir juste une idée, on a projeté à peu près, enfin, le réseau a projeté à peu près 3500 films à environ 200 000 spectateurs, un peu plus je pense maintenant, mais j'ai plus les chiffres. Le chiffre important, c'est que en moyenne, il y a environ 38% de personnes concernées par le handicap. Ça veut dire qu'il y en a pratiquement 60% qui ne le sont pas, et ça donne bien une idée de la mixité des séances. Au spectacle vivant, alors là c'est différent. On a commencé, je vous le disais, fin 2016, avec une expérimentation à la Philharmonie qui était calquée sur le cinéma. Et puis, on s'est rendu compte que le décalque, c'était pas exactement comme ça qu'il fallait travailler. Et on a changé de modèle en 2018 pour arriver au modèle actuel, mais qui est encore en cours d'évolution et d'affinement, je ne sais plus, et qui repose là complètement sur les établissements culturels eux-mêmes, que l'on forme et que l'on accompagne pour la mise en œuvre des représentations inclusives. Donc là, il s'agit d'un projet d'établissement qui concerne l'ensemble des services, l'accueil, la billetterie, la communication, la programmation et aussi, très important, la direction. C'est un accompagnement qui dure 3 ans jusqu'à l'autonomie de l'établissement, et c'est un accompagnement dégressif puisque au fur et à mesure on a formé les équipes, on leur a appris à rédiger les guides en facile à lire et à comprendre, les équipes d'accueil prennent de plus en plus confiance dans leurs ressources pour répondre aux éventuelles difficultés, et voilà, l'idée est de pouvoir se retirer au bout de 3 ans, même si on continue à communiquer sur les spectacles et à rester en contact. La différence, ce que j'évoquais tout à l'heure, à la différence du cinéma, là c'est l'équipe d'accueil qui est en charge de l'accueil du public en général, dont le public en situation de handicap. Et il faut savoir que c'est très exigeant pour eux, parce que ça les oblige à désapprendre une partie de ce qui fait le cœur de leur métier, puisque quand on est personnel d'accueil, on vous apprend à ce que personne ne rentre dans la salle en retard, à ce que personne ne ressorte de la salle et ne revienne, à ce que le silence le plus respectueux soit fait, etc. Et là, on vient leur expliquer que à ces spectacles, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça leur demande vraiment un travail sur eux-mêmes pour changer, changer le paradigme et se dire ok, là on va agir différemment et ça va être bien. Dans ces partenariats, voilà, j'ai reconnu au moins un de nos partenaires, mais il y en a peut-être d'autres qui travaillent dans des salles partenaires, mais que je ne connais pas. Il y a 8 partenariats actuellement en Île-de-France, donc l'Opéra Comique, le Théâtre du Noy, le Théâtre Jean Vilar à Vitry, l'Opéra de Paris, le Théâtre de la Colline, la Philharmonie de Paris, Radio France et le Festival Shakespeare d'Avril Vincennes, qui est un festival biennal. Tous ces établissements ont présenté cette saison, sont en train de présenter cette saison 32 spectacles. Et pour la saison 23-24, alors là c'est le début du déploiement hors Île-de-France, à part la Villette qui va nous rejoindre, tous les autres établissements sont vraiment aux 4 coins de la France. Il y a l'Auditorium de Lyon, le Théâtre National de Bretagne à Rennes, l'Orchestre de Strasbourg, la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq, l'Opéra de Bordeaux, le Théâtre de la Criée à Marseille et l'Opéra de Rouen. Alors ça ne vous aura pas échappé qu'une bonne partie des premiers établissements partenaires sont parmi les établissements les plus prestigieux de l'Île-de-France, de Paris et même de France. Et c'est pas complètement un hasard, c'était important pour nous parce que ça leur permet d'être ambassadeurs auprès des autres salles de spectacle. C'est-à-dire que si vous êtes une salle de spectacle dans une petite ville et que vous voyez que la Philharmonie, l'Opéra Comique propose des spectacles relax, ça vous donne confiance, plus que quand Catherine Morange vient parler de culture relax. Voilà. Et puis l'autre aspect important, c'est que c'est essentiel pour nous que les personnes en situation de handicap aient le droit à l'accès aux plus beaux lieux et aux plus belles œuvres. Et que donc c'est important de commencer par les
les lieux qui vont proposer les œuvres de qualité la plus haute avec les troupes les meilleures, les orchestres les meilleurs, de façon à ce que, là aussi, on puisse vraiment insister sur la légitimité de l'accès à l'art pour tous. Et il faut bien dire que les personnes en situation de handicap, parfois, elles ne suivent pas. Certaines ne suivent pas tout ce qui va se passer intellectuellement. Mais en revanche, il existe d'autres formes d'accessibilité à une œuvre, une accessibilité sensible, une accessibilité esthétique. Et là, elles sont en général plutôt plus douées que la majorité des spectateurs. Donc c'est vraiment important pour elles de leur donner aussi une nourriture culturelle qui soit vraiment importante et essentielle. Et pour finir, voilà, un résumé et les contacts. Donc de Culture Relax, côté structure ressources, qui accompagne les acteurs locaux, dont les salles de cinéma et les salles de spectacle, pour rendre leurs spectacles et leurs séances accessibles à tous en inclusion. Et puis un autre axe, dont ça n'était pas vraiment l'objet ici, mais tout le monde n'a pas envie, ou tout le monde n'a pas le temps ou les moyens de mettre en place des spectacles relax, mais peuvent en revanche avoir envie d'améliorer son accessibilité. Et donc on propose également des formations à l'accessibilité plus large pour les salles de spectacle, pour les cinémas et pour les collectivités locales. Voilà, nos deux contacts, déléguée générale à Marnafa et notre coordinatrice Ciné-Relax, Juliette Monnier. Et si vous voulez leur écrire, ils seront certainement contents de répondre à vos questions. Mais j'espère qu'on aura quand même un tout petit peu de temps. Je me